C'est Maître Camara depuis New York qui revient aujourd'hui pour continuer les séries qu'on a commencé. Aujourd'hui, c'est le quatrième numéro sur l'asile. À propos de l'asile de manière générale, les gens surtout qui passent par la frontière pour venir la voie de Nicaragua, comme on l'appelle communément. Et juste pour préciser aussi que l'asile, comme on l'a vu, le droit de l'asile, de manière générale, s'applique aux gens, par exemple, qui sont venus de la frontière qu'on appelle défensif asylum, comme on l'a défini plutôt dans les autres séries, et les gens qui viennent par avion, par visa. La seule différence, c'est au niveau de la procédure. Et on va réserver une édition, c'est-à-dire qu'une série sera exclusivement consacrée aux gens qui ont demandé l'asile, mais qui sont venus par visa, qui est la voie affirmative, parce qu'on reçoit beaucoup de questions relatives à cela, genre que ça fait 8 ans, ça fait 7 ans qu'on attend. Donc, on va les édifier sur la procédure pour qu'ils sachent aussi, parce que eux, la procédure est un peu différente, même si la loi est la même. Comment ça va se passer devant l'officier et autres. Mais ça, c'est les thèmes qui sont à venir. Donc, on va continuer sur la même lancée avec les gens, par exemple, qui sont venus par la frontière sur Salium français. Et le thème d'aujourd'hui sera consacré à une partie qui est la plus importante et qui permet même d'avoir les papiers. C'est quoi? C'est l'histoire. Parce que c'est le plus déterminant. N'oubliez pas, vous dites et vous avez dit, et c'est la raison pour laquelle que vous êtes en liberté provisoire parce que d'habitude, je vous ai rappelé, d'habitude, les gens, par exemple, qui viennent, on les juge en détention. S'ils gagnent, on les laisse. S'ils perdent, on les retourne. Mais ils n'ont plus d'espace. Alors, le juge dit que, oh, vous avez comme c'est possible que vous soyez un réfugié, parce que réfugié et asile, c'est la même chose. Euh, il y a une possibilité, donc on va vous donner une date, comme ça vous allez voir et le juge va déterminer si réellement vous êtes un réfugié en voyant vos preuves et en écoutant votre histoire. Donc, vous voyez, c'est l'histoire qui est la partie la plus importante. On va récapituler un peu ce qu'on avait dit dans les émissions et dans les éditions et dans les séries qui sont précédentes avant de venir, par exemple, au développement de l'histoire. Parce que quand tu dis développement de l'histoire aussi, il faut penser aux preuves qui vont avec. On reçoit beaucoup de questions, comment prouver le cas. Donc, l'un va avec l'autre et on va édifier aussi, on va parler de cela. Mais rappelons un peu ce qu'on a dit jusqu'ici. On a défini l'asile en montrant que c'est une loi qui est internationale, right, et qui interdit un peu, et c'est une mesure qui est humanitaire. Tu peux pas retourner, et si tous ces pays-là ont été adhérents, tu peux pas retourner quelqu'un vers le pays où sa vie est en danger. OK? Et on a dit qu'il y a que le juge qui peut faire cette détermination, et il le fera en deux rencontres. La première, c'est le master calendar hearing, où il va voir les accusations s'il n'y a pas d'erreur, si c'est correct. Et deuxièmement, il va essayer de voir, trouver une date pour le jugement. Le jugement maintenant, là où le plus important sera l'histoire réellement et verra la langue que tu voudrais, par exemple, faire ton procès et autres. Alors, donc, et on a dans les émissions, dans les séries précédentes aussi montré un peu comment faire cette application et surtout comprendre sa situation en édifiant aux gens et en leur montrant avec des cas pratiques comment faire pour savoir là où vous en êtes dans la procédure. Il y a beaucoup de confusion. Il y a des gens, par exemple, qui ont fait un changement. Ils sont entrés pour Californien parce qu'il y avait un parent qui est là-bas. Ils sont déménagés, ils sont à New York. Ils ont fait un changement d'adresse, mais euh, leur dossier est toujours au niveau de California, right? Ils sont à New York, mais ils n'ont jamais fait le changement d'adresse au niveau du tribunal. Alors là aussi, on a aidé, on a montré comment faire cela et aussi comment savoir, le plus important avec le lien qu'on avait partagé, savoir là où vous en êtes. Premièrement, si votre cas est ouvert ou pas ouvert et au niveau du tribunal, quel tribunal, qui est le juge qui est en charge, ok, et quelle est la date de votre procès. On a aussi montré comment faire la différence entre les deux types de procès, parce que on a été ému, je pense, il y a 10 jours, quand il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il s'est pointé devant le juge pensant que, au fait, c'était juste une rencontre de routine et ce jour-là, on l'avait jugé.
Donc, c'est très important que la personne sache réellement s'il a rendez-vous avec le juge, de savoir si ce rendez-vous sera son jugement ou c'est un rendez-vous pour des préalables. Alors, et on l'a montré avec ce site-là parce qu'en mettant vos informations, si vous avez vu, par exemple, qu'on vous a programmé sur Master Calendar Hearing, ça veut dire que vous avez, c'est juste pour les préalables. Ça peut être plusieurs parce que le juge veut toujours s'assurer que vous comprenez ce que vous faites et que vous avez assez d'informations. Right? Et il peut vous donner la chance, allez trouver un avocat 4 fois, 5 fois, ça dépend de la patience du juge. OK? Et en allant dans ce site, vous, et en mettant vos informations, vous saurez si c'est un préalable ou c'est le juge du jugement. Si vous voyez individual hearing, vous saurez pratiquement que ce sera pratiquement vos jugements. Et on a montré aussi comment le faire. Et on est là dans la dernière série, on a montré aussi les avantages qui sont liés quand vous amenez votre cas, right? Quels sont les bénéfices? Et on a expliqué un peu pour les gens savoir que quand vous entrez votre cas, 6 mois après, vous avez, ou 5 mois après, 150 jours, vous avez le droit d'avoir le work permit, right? Mais aussi édifier les gens sur beaucoup de questions concernant Salium Clark. Oh, pourquoi on a arrêté mon horloge? C'est quoi horloge? Qui a horloge? Comment redémarrer l'horloge? On a discuté de cela. Alors aujourd'hui, maintenant, on va discuter de la partie la plus sensible et la partie la plus importante qui est l'histoire, parce que c'est ça qui fera la différence. Il y a que ça, right? Il y a que pour ça que le juge vous a donné, parce que il faudrait qu'il aménage un temps pour maintenant voir réellement s'il doit vous laisser ici et partir. Et pour le faire, il faudrait qu'il comprenne parfaitement, right, le pourquoi vous avez quitté votre pays. Et si le pourquoi vous avez quitté le pays est conforme aux choses que le droit à l'asile protège dans ce pays, vous l'aurez si vous êtes éligible, right? Donc, il faut savoir que le juge, il regarde 3 choses. Premièrement, il faudrait qu'il vous croie. C'est le préalable. Si vous ne croyez pas, il n'y a pas grand-chose à faire. Et si vous croyez, il faudrait qu'il voit, par exemple, deuxièmement, que vous êtes éligible. Si ce que vous racontez, même si vous croyez n'est pas éligible à l'asile, vous ne l'aurez pas. Alors, pour dire que ce que vous racontez aussi doit aller de pair avec la parfaite compréhension de la loi pour augmenter vos chances. Troisièmement, il faudrait que, on l'a dit dans les vidéos précédentes, mériter un peu sa clémence et pour cela, quelqu'un qui prouve pratiquement que c'est une personne qui est modèle, qui est, comment dirais-je, qui respecte la loi, parce qu'il n'y a rien qui fait plus plaisir à l'avocat que d'avoir un client et de prouver que, hey, il est en train de s'intégrer, il est parti à l'école pour apprendre un peu l'anglais pour s'intégrer. Il a commencé à travailler quand il a reçu son work permit, right? Et il s'est mêlé de rien, en tout cas, qui puisse nuire la communauté. Pas d'infraction, il n'a pas fait de crime et tout cela. Donc ça, c'est la troisième partie. Aujourd'hui, maintenant, c'est-à-dire qu'avec l'histoire, on va aller dans les détails de l'histoire. Et premièrement, il faut comprendre le pourquoi de ces vidéos-là. On fait ces vidéos-là surtout pour les gens parce il y en a beaucoup qui peinent à trouver des avocats, qui ne trouvent pas d'avocats, mais on veut leur donner une opportunité de comprendre le droit de l'asile en leur parlant, en expliquant les choses de la façon la plus simple possible pour les aider à comprendre et que s'ils se trouvent confrontés au juge, même sans représentation, ils puissent se représenter et gagner. Et je vous le dis, ne paniquez pas. Il y a des gens qui ont gagné le procès sans même avoir un avocat de leur côté. Right? Ils racontent leur histoire, ils disent ce qu'il en est et le juge leur donne le truc sans l'aide d'un avocat. Il est vrai que avec l'aide d'un avocat, ça augmente les chances parce que vous ne pouvez pas chercher ou demander quelque chose sans savoir les détails et savoir ce qui facilite ces choses-là. Right? Et d'où l'importance de l'histoire. Parce que si vous racontez des parties, parce que dans une vie, il peut y avoir beaucoup de choses qui se sont passées. Et le juge, il n'est pas intéressé à savoir tout de votre histoire. Donc, il faut comprendre et savoir quelle partie de votre histoire intéresse le juge et comment raconter cela. Et on aime le dire, genre que la même histoire peut être racontée différemment. Quelqu'un peut raconter la même histoire, il y a personne qui crie, il y a quelqu'un qui raconte la même histoire et les gens commencent à pleurer. Et il faut le dire, l'Asie, c'est une question d'émotion. Le juge, il est humain. Et l'émotion aussi, ça joue un peu la façon de raconter l'histoire, pas exagérer, pas mentir, mais
donner des détails généralement qui feront la différence. Mais première des choses, comprenez que ces vidéos-là, c'est ne pas vous aider, ne vise pas à aider un peu à frauduler ou à tromper plutôt le juge ou le système. Non. Ou à vous aider à monter un cas qui est fraudulent ou quand qui n'existe pas. Non. C'est juste ces vidéos-là pour que vous soyez conscient, right? Sachez vos droits et parce que plus vous comprenez vos droits, vous aurez, par exemple, la possibilité et plus de chances de gagner votre truc. OK? Donc, c'est le pourquoi, par exemple, on développe ces histoires. Maintenant, revenons sur l'importance de ces vidéos. Alors, de l'histoire. Parce qu'on l'a dit. C'est-à-dire que il faudrait comprendre déjà les acteurs qui seront impliqués dans ce que vous cherchez, dans la procédure de ce que vous cherchez. Il y a le juge, on l'a dit, il y a l'avocat, il y a le procureur. Il est très important que vous croyez et vous compreniez qu'est-ce que l'avocat peut faire pour vous. Right? Parce que si vous espérez de quelqu'un quelque chose qui n'est pas en mesure de vous donner, ça peut vous tromper. Right? L'avocat, c'est pas lui, par exemple, qui vous donne votre histoire ou vous dit. L'avocat, il est tenu au même code d'éthique que le juge. Right? Ils ont eu pratiquement la même licence les autorisant à la pratique du droit. Right? C'est juste qu'ils font deux travails qui sont diamétralement opposés. Il y a des gens qui m'ont dit, hey, j'ai vu le juge et je lui ai posé des questions. Il est très gentil, mais il m'a dit, va trouver un avocat, je ne peux pas te conseiller. Son travail ne consiste pas à te dire, à te conseiller sur ton cas, mais il veut que tu sois vraiment conscient de tes droits. Et c'est le rôle de l'avocat. Alors, qu'est-ce que l'avocat peut faire pour toi? Premièrement, c'est-à-dire que si l'avocat, par exemple, sait que tout ce que tu lui dis n'est pas vrai, il peut pas t'aider, right? Il peut pas prendre cela parce qu'il est, comment dire, il y a un code d'éthique. Il aide. C'est pas à lui de juger, c'est pas le juge. Mais si tu lui dis quelque chose, par exemple, qui est plausible, right? C'est pas son travail d'aller ce qui est derrière. Si c'est plausible, son travail consiste à voir, basé sur ce que tu lui as dit, qu'est-ce que la loi offre, right? En guise de protection et autres. Et c'est là où, par exemple, c'est important. Maintenant, c'est aussi important de connaître, je vais vous donner, comment dire, de comprendre la loi. Et pour que vous sachiez l'importance, comment dirais-je, de la compréhension de la loi par rapport à comment vous rédigez votre histoire, parce qu'on l'a vu, il y en a beaucoup, par exemple, et malheureusement, c'est pour ça qu'il faut jamais jouer avec l'asile. Votre histoire que vous allez entrer va rester dans le système 40 ans, 50 ans. Ce qui est malheureux, parce qu'on l'a vu, et c'est ça qui nous motive plus à partager ces vidéos, parce qu'on a vu quand quelqu'un a eu 30 ans, 40 ans ici, des enfants, il est marié, mais il n'arrive pas à avoir les papiers. Quand vous venez nous voir, généralement, on demande au gouvernement de voir tout ce qu'il a entré comme cas pour voir s'il y a une solution. Et malheureusement, des fois, on est touché et ça nous fait mal de voir qu'il n'y a pas de solution parce que il y a des choses, par exemple, qui ont compromis pour toujours ces chances d'avoir les papiers. Parce que il y a deux, par exemple, formes de déportation. Il y a des gens, le juge peut dire, hey, je te crois pas en ton histoire, je te donne pas l'asile, tu es déporté. Il y en a beaucoup qui sont ici avec une décision de déportation, c'est pas la fin pour eux. Quand il y a d'autres possibilités, il y a possibilité qu'on ouvre et qu'ils aient les papiers. Ce qui est pire, ça arrive pas souvent, mais ça arrive, c'est quelqu'un qu'on prend la main dans le sac en train de mentir. Si le juge maintenant met la déportation et qui dit que je te déporte, je te crois pas, je te déporte parce que tout ce que tu m'as raconté, j'ai vu que tu l'as inventé. Frivolous case, ça interdit à tout jamais la personne d'avoir. Et nous, en tant qu'avocats, on a peur de ces détails-là. Quand on voit un dossier qui est pareil, right, on sait qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut. Maintenant, pour ne pas, et c'est l'importance de cela, on ne veut pas que les gens qui viennent d'arriver commettent les erreurs généralement que les gens qui sont venus avant ont fait. Et ce qui est malheureux, la plupart nous disent, c'est parce que je connaissais pas le système, c'est un cousin ou un frère qui m'a amené le truc. Il faut savoir que vous avez la responsabilité. Et c'est vous qui, par exemple, racontez ce qui vous est arrivé. Comment est-ce que vous pouvez vous permettre de transférer cette responsabilité à quelqu'un tout en sachant que les responsabilités, c'est vous qui ça va retomber sur toi dans les 30 ou 40 ans à venir.
Donc, c'est le pourquoi. Alors, quand quelqu'un dit que c'est ça qui m'est arrivé, il doit être en mesure de répondre à toutes les questions qui sont relatives à cela. Comment ça s'est arrivé? Comment c'est arrivé? Donc, c'est très important. La fois passée, on a développé, on l'a dit, la partie au niveau de l'application, parce que l'application là, ça dit que c'est la forme résumée de votre histoire. La page 4, n'oubliez pas, vous vous rappelez la page 4, là où on avait montré un peu, les 5 dernières années, c'est quoi votre adresse? Right? Où est-ce que vous avez vécu? Et toutes les adresses que vous avez été les 5 dernières années. Right? Oh, c'est quoi votre éducation? Hein? Et les dates de quand à quand? Est-ce que vous avez eu un emploi les 5 dernières années? Où est-ce que vous avez travaillé et autres? Et là où vos parents. Ça doit miroiter un peu ce que vous racontez dans votre histoire. Right? Et généralement, il y en a beaucoup qui tombent dans ce piège. C'est quoi? C'est-à-dire que des dates qui sont imprécises, et des fois même, c'était pas par souci de mentir, mais c'est juste un manque de rigueur de leur part. Si vous ne vous souvenez pas de la date, il ne faut pas inventer. Right? Et faites en sorte que ces deux-là soient compatibles, généralement. Parce que, n'oubliez pas, si le juge a un doute, il va soupçonner que vous êtes en train pratiquement de le mentir. Et ce qu'on voit dans le cas de l'asile, des fois, un petit truc peut vous faire, rater. Parce que si la personne qui vous écoute croit que vous le mentez, parce que à cause d'un petit truc, une question qui vous a posée et que vous n'avez pas de réponse, ça compromet un peu l'avenir. Donc, il faut y penser et savoir que c'est très crucial et c'est très, 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 très important. Maintenant, vous me direz, comment maintenant raconter cette histoire? Et je vous ai dit par rapport à la loi. Je vous l'ai dit, il y en a beaucoup, beaucoup de choses. Chaque individu, il y en a tellement de choses à raconter de sa vie et qui sont malheureux et beaucoup de choses qui vous ont, par exemple, arrivé. Mais c'est pas tout ça qui intéresse le juge. Ce qui intéresse le juge, c'est la partie qui vous permettra pour essayer de voir si vous êtes éligible à l'asile. N'oubliez pas, le but du procès, c'est quoi? C'est de comprendre si oui ou non, vous avez quitté votre pays parce que vous avez eu peur ou est-ce que vous avez quitté votre pays parce que c'est pour chercher une opportunité. Si c'est le deuxième, à savoir vous cherchez des opportunités, vous n'aurez pas l'asile. Alors donc, l'histoire, ça dit qu'il cherche à voir si c'est pas peur, donc que vous avez quitté votre pays. Et c'est le but du jeu. Et l'exemple que j'aime donner aux gens, c'est que, imaginez-vous, pour que vous compreniez, au beau milieu de la nuit, il y a quelqu'un qui frappe à votre porte et dit que au secours, il y a quelqu'un qui veut me tuer. Par mesure humanitaire, vous voulez aider cette personne. Vous voulez aider cette personne, mais vous voulez avoir la parfaite compréhension. Vous voulez comprendre, celui-là, est-ce qu'il a réellement besoin d'aide? Est-ce que c'est une ruse pour juste accéder dans ma maison pour pouvoir me nuire? Ou est-ce que c'est une personne qui est honnête? Right? Et vous voulez aussi, pratiquement savoir, OK, même si cette personne, et si j'accueille cette personne, est-ce que je serai responsable de cette personne toute ma vie? Toutes ces questions-là, c'est le même raisonnement que le gouvernement va employer. Et en commençant par le dernier que j'ai dit, le gouvernement, si quelqu'un montre que, OK, j'ai besoin d'aide actuelle, mais quand j'ai un work permit, je vais travailler, c'est pour ce qui explique le troisième critère qui est quelqu'un qui mérite la clémence, là où on voit, OK, cette personne-là, il montre qu'il est indépendant, il peut trouver un travail et se prendre en charge. C'est le même raisonnement que le gouvernement aussi va faire. Maintenant, venons-en à l'histoire. Et cette histoire doit miroiter un peu la loi de l'immigration. L'immigration, je vous ai dit, malheureusement, il y a eu un grand changement, c'est à partir du 11 mai. Le 11 mai 2023, le président Biden a fait une loi qui a impacté la loi de l'asile. Ce qui veut dire que ça doit aussi impacter la façon de raconter l'histoire. Right? Pas de mentir, mais raconter l'histoire en basant sur votre éligibilité pour augmenter votre chance. Et je vais vous donner des exemples. Il a dit avec cette loi, le 11 mai, si par exemple, il y a un demandeur qui est venu avant le 11 mai, right? On va en venir, donner l'exemple sur ça, et un demandeur qui est venu après le 11 mai, ses chances. Cette histoire ne peut pas être la même parce qu'il doit être concentré sur là où il aura plus de chances d'avoir les papiers, ce qui est très logique. La loi dit, le président dit que
Pour arrêter le flot des gens en venir, il est parti au sud pour négocier, tu vois, dans le sud, euh, euh, avec, que ce soit Mexique, Nicaragua, tous ces pays-là. Les demandeurs d'asile, au lieu de venir ici, ils peuvent demander, attendre dehors, attendre le tour quand ils seront convoqués. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui attendent leur tour. Alors, si tu viens directement, il dit que après le 11 mai, tu n'es pas éligible à l'asile. Et il y a 3 exceptions. À moins que, par exemple, oh, tu étais malade ou tu as une maladie qui est chronique qui t'empêchait d'attendre dans la frontière. Si c'est une maladie chronique qui t'empêchait parce que quelqu'un qui a mal ou quelqu'un qui a besoin de soins, il est obligé de venir ici. Deuxièmement, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est quelqu'un, par exemple, qui, à cause, sa vie était en danger là-bas, il ne peut pas attendre, il doit venir ici. Ou quelqu'un qui est un enfant, il a moins de 18 ans. Là, la loi ne s'applique pas. Si la loi, par contre, s'applique à vous et que vous n'êtes pas dans ces 3 exceptions-là, avant qu'on vous demande pourquoi vous avez quitté votre pays, on va vous demander pourquoi vous n'êtes pas enregistré là-bas et attendre votre tour, pourquoi vous êtes venu ici directement. Alors, donc, vous aurez plus de chances en sachant, si vous n'avez pas de réponse à cela, vous n'allez pas être éligible à l'asile. Et rappelez-vous, je vous ai dit, la demande de l'asile, c'est 3. Premièrement, il y a l'asile, right? Si on vous donne l'asile, vous avez la green card après 1 an. Maintenant, si on vous dit vous n'êtes pas éligible à l'asile, c'est pas là, c'est pas fini. Parce que l'application de l'asile, c'est l'asile. Il y a la suspension aussi de la déportation qui en a 2. Le withholding ou la convention contre la torture. Ce qui veut dire si le juge détermine que vous n'êtes pas éligible à l'asile, il va pas vous laisser. Il va essayer de voir est-ce que s'il y a un danger, s'il croit, right, à 50% qu'il y a un danger qui vous attend chez vous, il va vous donner ce qu'on appelle une suspension de la déportation. Si aussi il est convaincu qu'on vous a torturé dans votre pays, il va vous donner cette suspension pour vous permettre de rester ici. Mais il faut savoir que c'est très difficile parce que pour cela, avec l'asile que vous demandez, vous avez juste, si vous le convainquez le juge à 10%, 10% il peut vous donner. Mais pour ce qui est de withholding et la suspension, il faudrait que vous convainquiez le juge à 50% que vous ne pouvez pas, que le danger est là-bas en vous attendant. Vous voyez un peu. Alors, il faut savoir vos chances. Vos chances, c'est que si vous venez après le 11 mai, ça veut dire qu'il y a de très fortes chances que vous ne soyez pas éligible à l'asile. Il faut juste être véridique. Parce que c'est la vérité qui peut profiter, comment dirais-je, à l'individu. Maintenant, en connaissance de cause, savoir ce qu'il faut faire. Right? Maintenant, si il faut vous préparer à la possibilité que vous ne soyez pas éligible à l'asile si vous êtes venu le 11 mai. Même si il faut faire, essayer de monter des arguments pour parer à cela. Alors, si vous n'êtes pas éligible à l'asile, il ne vous reste que 2 choses. Espérez que le juge vous reste ici parce qu'il a suspendu la déportation en vous donnant le withholding ou la convention contre la torture. Alors, donc, vous voyez que vous ne pouvez pas négliger cette partie. Et si vous êtes dans ce cas, vous allez canaliser votre histoire sur cela et on vous le dira. Donc, la façon de raconter, quelqu'un qui est venu avant le 11 mai, par exemple, lui, il a sur la table 4 choses. Premièrement, je vous donner juste et sur la base de 2 histoires qui vous permettront de comprendre. Par exemple, on prend un deuxième exemple qui est quoi? Qui est basé sur la politique. Right? Quelqu'un qui fait la politique et qu'on emprisonne. Alors, on doit comprendre que même en racontant l'histoire, je vous dis ce qui est important et ce qui est important. On voit beaucoup de gens qui racontent l'histoire basée sur « Oh oui, j'ai fait la prison, c'est Alpha Condé qui m'a, comment dirais-je, mis en prison. » Ils ont des preuves ou des trucs comme ça, mais il est venu en 2023. Alpha Condé, il a quitté le pouvoir depuis quand? Ou c'est Yaya Jammeh? Yaya Jammeh, il a quitté le pays depuis quand? Alors, donc, le juge veut essayer ce qui l'importe. Le jour où vous avez quitté le pays, quelle a été votre intention? Qu'est-ce qui a motivé votre départ? Parce que ce qu'on est en train de voir, c'est de voir si est-ce que vous avez quitté parce que vous avez eu peur ou que vous avez entendu que les frontières des États-Unis sont ouvertes. Si c'est le dernier, vous n'êtes pas éligible à l'asile. Donc, en racontant cela, l'événement le plus crucial et qui est le plus important,
c'est l'événement qui s'est passé le plus proche du moment où vous avez pris vos bagages et qui vous a incité à partir. C'est le déclic. Maintenant, vous n'allez pas vous limiter sur ces déclics. Si vous avez été arrêté en 2022, 2021, en 2020, ça peut renforcer votre cas parce que ça montre que si vous êtes un militant, c'est un militant qui a été visé. Il a subi jusqu'à un moment où il ne peut pas. Mais le déclic, c'est en 2023, la date où vous êtes venu. En racontant cette histoire, ce qui va vous profiter, il faut comprendre ce qui va vous profiter. Comme il y a la possibilité, par exemple, que vous ne soyez pas éligible à l'asile ou à humanitarian asylum, que vous soyez juste éligible aux deux là, que le juge voit si on peut suspendre votre déportation. Alors, on voit des gens, par exemple, qui sont des politiciens qui ont fait la politique et on sait dans certains pays, on arrête les gens pour les torturer et il y a même des communautés, par exemple, qui sont visées, des ethnies qui sont visées. C'est l'exemple, par exemple, comment dire, les Peuls en Guinée, parce que c'est documenté. Il y a des preuves qui montrent, par exemple, que ils sont, comment dirais-je, qui montrent qu'ils sont visés. Et il y en a beaucoup qui ont traversé des atrocités. En racontant cette histoire, cela va vous desservir si vous vous canalisez sur des trucs qui vont pas vous aider. Si vous n'avez que la chance d'avoir la suspension de la déportation, alors, en racontant votre histoire, il faudrait vous canaliser et surtout mettre l'accent sur, par exemple, si vous avez été arrêté et malmené, right, en prison, il faut insister sur cela et donner plus de détails. Parce que c'est avec ces détails que l'argument peut comment dirais-je, peut être fait au niveau du tribunal pour dire que cette personne a subi, a été torturée, on a fait ceci, on a fait cela à cette personne. Et ce qu'on lui a fait, parce qu'on a vu, il y a certains pays où les gens, comment dire, sont torturés. Et ça, ce serait pas difficile de convaincre le juge à 50% que, par exemple, vous avez été torturé dans ce niveau. Donc, c'est très, très, très important de le savoir, sur soi, dépendant de là, quand vous êtes arrivé, parce que la vérité, c'est les gens qui sont arrivés le 11, après le 11 mai, ont des cas d'asile qui sont beaucoup plus difficiles parce qu'ils ont moins d'options. Mais c'est toujours possible parce que même si vous avez la suspension de la déportation, il y a toujours possibilité de réouvrir le cas et de le gagner. C'est beaucoup, beaucoup mieux que quelqu'un qui a la déportation. Mais maintenant, comment écrire cette histoire? C'est là où aussi les détails. Quand vous écrivez votre histoire, sachez que c'est la partie la plus importante et soyez conscient, et comme je l'ai dit, ne faites pas l'erreur que les autres ont fait. C'est le plus important et qui va déterminer votre futur aux États-Unis. Vous entrez quelque chose que vous n'allez pas, comment dirais-je, ressortir. Tout est informatique, ça restera là-bas jusqu'à 40 ans. Il ne faut pas accepter de montrer ou de faire entrer des trucs qui vont compromettre à tout jamais votre vie. Et ce qui fait, c'est que vous ne pouvez pas donner quelqu'un, par exemple, euh, 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 l'opportunité ou pratiquement la possibilité de donner, d'écrire ou raconter une histoire qui, par exemple, vous n'avez aucun contrôle ou des trucs comme ça. C'est votre vie. Et vous êtes votre meilleur, comment dirais-je, la meilleure personne qui peut raconter cette histoire. Et même s'il y a quelqu'un qui vous aide à l'écrire, assurez-vous, en tout cas, c'est quelque chose que, sachez ce qui est en tout cas écrit dans les détails pour que ça puisse vous arranger. Et maintenant, comment écrire ces histoires, c'est que, je vous l'ai dit, l'Asie, c'est une question d'émotion. Alors, et le juge veut savoir, vous rappelez l'exemple que je vous ai donné, la personne qui est venue frapper à votre porte et que vous venez. Vous voulez connaître cette personne. Alors, donnez l'occasion au juge de vous connaître. Mieux il vous connaît, et s'il y a sympathie et émotion, il peut vous aider. Donc, racontez votre vie en montrant qui vous êtes, de quelle famille, votre enfance, aussi les choses malheureuses qui vous ont, comment dire, arrivé. Right? Toutes ces choses-là malheureuses parce que ça peut, au fait, parce que le juge, il est humain, ça peut toucher le juge et ça peut augmenter un peu sa compassion et sa sympathie à votre égard. Donc, partagez ces éléments-là, parlez de votre éducation. Si vous êtes éduqué, ça peut être un point positif qui peut que ce que vous soyez, si vous n'êtes pas éduqué, mais vous avez un métier, il faut le dire, si vous êtes commerçant, vous n'avez jamais été à l'école, là aussi, parce que ça montre que c'est quelqu'un, par exemple, qui est prêt à contribuer dans la communauté. OK? Donc, après, vous en venez maintenant aux choses qui vous est arrivées.
les choses qui vous est arrivées, maintenant vous racontez cela. C'est ça qui met avec les détails. Il faut se comprendre. Et c'est le travail de l'avocat. C'est pour cela que je dis, il faut comprendre parfaitement ce que l'avocat peut faire pour vous. Son travail ne consiste pas à inventer une histoire pour vous. Et je ne vois pas un avocat qui va vous écrire une histoire. Et même s'il le faisait, ça ne va pas vous profiter parce que si vous empruntez une histoire qui n'est pas la vôtre, vous saurez le jour où vous serez devant le juge, il vous sera très difficile de répondre aux questions qui vous sont posées. Ce qui veut dire, si vous êtes votre propre avocat, l'avocat, par exemple, il connaît la loi, il va vous, comment dirais-je, mieux vous aider dans ça. Son travail consiste à quoi? À vous aider, par exemple, à augmenter vos chances et à développer cette histoire. Parce que il vous est arrivé énormément, il connaît mieux la loi pour comprendre quelles sont les parties de votre vie qui intéressent le juge. Ouais? Et à vous aider à écrire, comment dirais-je, cela. Je vous donne un exemple. L'avocat, généralement, le développement, ce qu'on essaie, le développement et la création. Son travail, et il ne peut pas, ne consiste pas à dire ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire, mais à développer l'histoire que vous allez écrire devant le juge. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un dit que il a été attaqué, ok? Alors, c'est le rôle de l'avocat. Il a été attaqué, ça peut pas être, c'est juste une base de l'histoire. Mais quand quelqu'un dit que c'est ça qui m'est arrivé, il doit être en mesure de donner les détails. Alors, le travail de l'avocat consiste déjà à développer cette histoire. Et dans ce développement, en même temps, il y aura la préparation du client. Parce que s'il est en mesure de répondre aux questions devant l'avocat, et c'est des questions qui sont dictées par la logique, il fait le travail du juge et du procureur, ce qui est un entraînement au client et qui permettra quand le client sera devant le juge, ça sera très facile. Parce que même si c'est vrai, c'est des années ou des temps, l'esprit oublie des fois. Et il y a des questions, même si vous avez vécu et qu'on vous pose, vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas en mesure de répondre. Donc, c'est ça. L'avocat va vous dire, oh, vous avez été attaqué, c'est quand est-ce? Qui l'a fait? Combien de personnes étaient-ils? Est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi ils vous ont attaqué? Vous alliez où? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils étaient armés? Combien étaient-ils? Ou quel habit portaient-ils? Right? Est-ce qu'ils avaient des armes? Ils vous ont fait mal? Vous avez appelé la police? Est-ce que vous êtes allé au tribunal, comment dire, à l'hôpital? On vous a fait un papier? Y a-t-il des témoins? Vous voyez que c'est une simple histoire, mais qui a été développée. Et c'est ces questions-là qui vont être posées quand vous serez là-bas. Donc, en gros, c'est cela. Et comme je vous l'ai dit, ça doit miroiter la page 4 parce que une petite contradiction va susciter des doutes et le juge va dire, par exemple, est-ce que vous me dites par exemple, la vérité. Et s'il y a des doutes, ça va compromettre vos chances d'avoir les papiers. Alors, qui dit histoire dit forcément peur. On va nous arrêter sur aujourd'hui ici pour que dans la prochaine édition, la prochaine série, on va revenir sur l'histoire, mais en coordination avec les preuves. Comment réunir les preuves basées sur l'histoire que vous a donnée en donnant des exemples qui sont pratiques, right? Parce qu'on reçoit beaucoup de questions en ce sens. Et il faut comprendre qu'il y a deux formes de preuves. Il y a des preuves qui incombent au client, mais il y a des preuves qui incombent à l'avocat. Par exemple, que l'avocat doit réunir pour le client, ça dit que c'est les conditions du pays. Je ne connais pas votre histoire, mais vous m'avez dit, en fait, c'est ça qui vous en fait dans votre pays. Alors, c'est à mon travail de voir est-ce que ce que vous dites qu'il vous est arrivé, c'est des choses qui arrivent aux gens dans votre pays. OK? Donc, c'est en fonction. Et on parlera des détails des preuves et comment ces preuves-là doivent miroiter l'histoire pour faciliter. OK? Dans les éditions à faire. Stay safe and know your rights.